Bonjour. Les jeunes et la jeunesse ont souvent revendiqué le droit à un mode de vie et surtout le droit à une liberté de conscience qui caractérise, surtout dans leur désir de renouveler leur cheminement de vie. Les jeunes au Maroc et dans le monde arabe se marient de plus en plus tard et lors de ce long célibat à la fleur de l'âge, les pulsions sexuelles sont très présentes et de nouvelles formes de conjugalité sont réinventées et encouragées par des instances politiques et parfois même religieuses. Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Chakib Guessous, médecin radiologue, docteur en sociologie politique et en anthropologie. Parallèlement à son exercice médical, il mène de front des recherches en sciences sociales et a de multiples responsabilités associatives. Parmi ses écrits, L'exploitation de l'innocence, le travail des enfants au Maroc en 2008, Grossesse de la honte, écrit conjointement avec Soumeya Naman Guessous en 2013, et finalement Mariage et concubinage dans les pays arabes, paru en octobre 2018. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Alors, Monsieur Chakib, bonjour. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue chez Art et Lettres et la bienvenue à Montréal. Merci. Parce que vous êtes ici pour une série de conférences données dans le cadre du Festival du Monde Arabe et vous avez été invité dans des librairies dans le cadre de la parution de ce tout dernier livre Mariage et concubinage dans les pays arabes paru tout récemment, mesdames et messieurs, de Chakib Guessous. Vous êtes médecin radiologue, docteur Absolument. en sociologie, en anthropologie. Vous avez mené de front des recherches Oui. en sciences sociales. Vous avez eu aussi de multiples responsabilités associatives. Commençons par vos premiers écrits, L'exploitation de l'innocence, le travail des enfants au Maroc, qui était publié dans le début des années 2000, en 2003, puis réédité en 2008, c'est bien ça? Oui, absolument. Réédité en 2008, ça parle des droits des enfants. Ça parle du droit des enfants. Ce livre, je l'avais écrit en fait après plusieurs années, puisque au tout début, la problématique qui était celle de la non-scolarisation des enfants du monde rural. Et donc, en faisant une enquête empirique dans le monde rural, je me suis rendu compte que les enfants n'étaient pas scolarisés parce qu'ils travaillaient pour leurs parents. Ils travaillaient à la terre pour leurs parents. Pour les parents, il était préférable de faire travailler l'enfant qui ne coûtait rien du tout, au lieu de faire travailler une autre personne qui aurait coûté de l'argent. Oui, à cause donc de la précarité avancée des parents. À cause de la précarité des parents et des faibles revenus donc, du monde rural. Et donc, à partir de là, j'étais au sein d'une association et j'ai fait faire une grande enquête, une enquête qui a touché tout le Maroc, qui a intéressé 500 enfants au travail à travers tout le pays. Et cette enquête nous a montré un certain nombre d'éléments par rapport au travail de l'enfant. Et ça nous a également montré, il y a eu des enquêtes consécutives qui nous ont montré que plus l'enfant travaillait, même les enfants qui ne travaillaient qu'un temps limité dans la semaine, plus ce temps était augmenté, 4 heures, plus le niveau scolaire baissait. Plus on travaille, plus le niveau scolaire baissait. Et donc ça a été donc, un petit peu toute cette réflexion qui a été écrite dans ce livre-là. J'en avais profité à l'époque puisque j'avais besoin de soutenir mon doctorat en anthropologie. Oui. Mon directeur de thèse, connaissant les travaux que je menais, m'avait demandé de passer ma thèse sur justement sur cette thématique-là. Sensible, faut-il dire, une thématique sensible. Puis vous êtes resté aussi, donc toujours au niveau peut-être des enfants, mais cette fois plus au niveau des jeunes femmes au Maroc ou des jeunes filles, grossesse de la honte. Vous avez écrit conjointement avec votre épouse. Absolument. Madame Soumeya Naman Guessous, que nous saluons, qui a eu le plaisir de nous honorer ici par sa présence aussi il y a quelques mois. Grossesse de la honte, écrit conjointement avec Soumeya Naman Guessous en 2013. Donc, alors là encore 2006 et réédité en 2013. Donc 2006 et réédité en 2013, très bien. Alors, ça parlait peut-être de la grossesse en général qui n'était pas voulue et des droits peut-être spoliés à ce niveau? Et effectivement, ce sont des filles qui tombent enceintes et nous parlons de filles
mère, pas de mère célibataire, parce qu'aucune fille ne cherche à être mère. C'est une grande problématique, pas uniquement au Maroc, mais dans un grand nombre de pays arabes, je dirais, ou de pays musulmans. Beaucoup de filles acceptent d'avoir des relations avec des gens, mais dans leur esprit, ces relations sont des relations qui sont vouées au mariage. Ok. Et donc souvent, elles tombent enceintes, et quand elles tombent enceintes, la problématique se pose parce que le mari souvent disparaît. Le mari ou le futur mari ou le partenaire disparaît, et la fille se retrouve seule. Donc ce travail avait été fait à la demande d'une association Solidarité féminine, et les droits d'auteur de ce livre vont directement à cette association-là. Très bien. Et effectivement, ce livre est à l'intersection entre les droits de la femme que défend Soumia et les droits de l'enfant que je défends. Donc nous étions à l'intersection, et c'était dans ce livre une complémentarité où nous avons écrit donc à 4 mains ce livre. Excellent. Puis vous avez écrit d'autres, vous avez participé à des collectifs, ou des livres, si on peut le dire comme ça? J'ai participé à des collectifs, sur l'immigration, sur la situation des enfants, des personnes en migration, les femmes et les enfants. Un ouvrage qui a été édité dans la fin des années 90 en Italie, un autre qui a été édité cette année aux États-Unis, sur justement les difficultés d'implantation des populations dans les pays d'accueil, et puis dans des ouvrages collectifs sur un autre sujet sur lequel je travaille beaucoup, c'est la précarité et l'exclusion sociale. Oui. Le qui passage touche, je pense, plus le monde rural, mais aussi au niveau de la ville aussi. Également, faut pas l'oublier. Également la ville. Également la ville. L'exclusion sociale touche, peut-être même, je dirais, la précarité, peut-être qu'elle touche le monde rural et le monde urbain, mais l'exclusion sociale toucherait peut-être, à mon sens, touche plus la ville que le monde rural. Parce que dans le monde rural, il y a encore, en tout cas pour le cas des sociétés méditerranéennes, il y a encore cette solidarité. Il y a encore cette solidarité ambiante, communautaire. Alors qu'en ville, les gens qui sont transplantés dans les villes n'ont plus cette solidarité. Et donc les gens peuvent se retrouver dans l'exclusion sociale totale. Oui, exactement, avec le chômage aussi comme fléau. Avec le chômage, avec la rupture des liens sociaux, où les gens n'ont plus de liens sociaux avec d'autres personnes, ils n'ont plus de revenus, ils n'ont plus de toit, ils n'ont plus de... Et la situation extrême est celle des enfants de la rue, des enfants ou des jeunes de la rue, et effectivement. Il y a quelques semaines, mariage et concubinage dans les pays arabes. On va en parler dans les prochaines minutes, mais on va le faire après la pause. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de l'émission Arts et Lettres, avec notre invité, le docteur Chakib Guessous. Concubinage, en Amérique du Nord, au Canada, c'est conjoint de fait. Oui. Comment est-ce que vous interprétez concubinage par rapport à ce titre? Quelle est votre lecture quand vous dites concubinage? Quelle est ma lecture? Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde arabe, le nombre des célibataires a augmenté. Parce que l'âge du mariage est devenu plus tardif qu'il ne l'a été il y a longtemps. Si bien que nous avons une proportion importante de jeunes qui ont entre 15 et 30 ans. Or, entre 15 et 30 ans, c'est l'âge où les besoins sexuels et les pulsions sexuelles sont les plus fortes. Et les pulsions qu'on ne peut pas arrêter. Or, ces jeunes cherchent à avoir des relations sexuelles, des relations amoureuses et sexuelles qu'ils ne peuvent pas avoir dans les pays arabes, parce que la majorité des pays arabes sont des pays musulmans, et donc toute relation en dehors du cadre du mariage est interdite. Donc de nouvelles formes de conjugalité naissent à ce moment-là, mais est-ce qu'elles sont plutôt poussées par une consonance religieuse, des contraintes religieuses, ou bien c'est plutôt à caractère social? Absolument, absolument. Elles sont poussées par une connotation religieuse. Nous sommes dans une période
de l'évolution des pays où nous avons une influence de plus en plus importante d'empreintes Oui. religieuses, de salafisation, de retour vers la période de la vie du prophète. Radical un peu. Et donc, les gens ont envie d'avoir des relations, mais des relations qui sont licites vis-à-vis des obligations religieuses. Oui. Donc, ils trouvent des moyens détournés, des mariages qui sont alternatifs. Or, il y a des mariages alternatifs qui répondent aux critères de validité du mariage en islam. Oui. Je prends par exemple le zawaj al-missière. Le zawaj al-missière répond parfaitement aux contraintes, aux obligations religieuses. Mais quand il est pratiqué différemment, quand il est pratiqué différemment et qu'on considère que c'est un mariage pour une durée limitée, il n'est plus zawaj al-missière. Il devient un autre type de mariage, un mariage temporaire qui est accepté chez les chiites. C'est ce que je voulais vous dire. Refusé chez les sunnites. C'est ce que je voulais vous dire, Dr Gsous. Est-ce qu'ils sont plus, à votre avis, dans votre recherche et votre enquête empirique, est-ce qu'ils sont plus poussés par cette particularité du chiisme qui est quand même présent au Maroc, ou bien on va garder ça de manière générale dans sa consonance religieuse, tout simplement? Est-ce qu'ils sont plus poussés par le volet chiite? Les gens qui utilisent ces pratiques-là utilisent c'est un petit peu, ils vont comme dans un supermarché. Oui. Ils choisissent ce qui les intéresse. Ils choisissent le côté qui les intéresse dans zawaj al-missière, c'est-à-dire que les deux conjoints habitent chacun seul et aucun n'entretient l'autre. Ils choisissent le mariage coutumier, parce que dans le mariage coutumier, on n'a pas besoin d'enregistrer le mariage. Oui. Et ils choisissent zawaj al-mut'a, zawaj à durée limitée, temporaire, parce qu'ils se marient pour 3 mois, juste d'ici la fin de l'année. Il reste encore 6 mois pour les examens de fin d'année, mais on va se marier pour les 6 mois qui restent jusqu'à la fin de l'année. Et puis après les vacances, on verra. Chacun retrouvera un autre. Oui, exact. Et donc, en faisant ce système-là, même s'ils voulaient être dans le cadre d'un mariage couvert par la religion, ils se retrouvent dans des unions qui ne sont pas du tout acceptées par la religion. En tout cas, pas acceptées par le sunnisme, puisque dès qu'on a considéré que le mariage est à temps limité, il est accepté par les chiites, mais pas par les sunnites. Exactement. Et donc, et c'est pour cela que moi je considère que ce sont des concubinages, pas des conjoints, pas des unions de fait. Ce sont des concubinages parce que c'est au niveau religieux que ce n'est pas admis. Oui, donc c'est au niveau Mais les répercussions, docteur Gsous, au niveau de la légalité et de la norme du mariage normal, pensez-vous que ce sont des répercussions énormes quand on a cette nouvelle forme de conjugalité? Est-ce que ça influe sur le fait que les gens vont pouvoir dire que bon, le mariage qui est normal, quand on arrive à 30 ans, tout le monde doit se marier, est-ce que ça a des conséquences? Est-ce que les gens censurent cette idée après? Alors, au niveau de l'avenir, aujourd'hui, tous les pays, et pas uniquement les pays arabes, tous les pays sont en train d'évoluer vers 2 sens. D'abord vers le retard de l'âge du mariage. Nous sommes arrivés au Maroc à 27 ans pour la femme. Ça, c'est l'âge moyen. L'âge moyen du mariage chez les femmes au Maroc est de 27 ans. Okay. Mais en Algérie et en Tunisie, il est de 30 ans. De 30 années, ok. Or, 30 ans, c'est un petit peu... C'est dans les pays européens, beaucoup de pays européens ont des âges de mariage de 28 et 29 ans. Oui. Donc c'est encore plus que dans les pays européens. C'est même encore plus, ok. Dans d'autres pays arabes, nous ne sommes pas arrivés à ça, mais dans tous les pays, l'évolution va vers le retard de l'âge du mariage. Mais d'un autre côté, nous avons aussi des gens qui ne vont pas se marier. Et au Maroc, 6% des femmes ne se marieront pas avant l'âge de 50 ans. Et ce n'est pas uniquement au Maroc, c'est également dans 2 ou 3 autres pays arabes. Je ne parle pas des pays européens qui, eux, sont arrivés à 50 et 60% des femmes qui ne se seront pas mariées jusqu'à pas avant l'âge de 50 ans.
Et la majorité d'entre elles ne se marieront pas. Pourquoi on a retenu l'âge de 50 ans? Parce qu'on considère qu'une femme, quand elle arrive à l'âge de 50 ans, exceptionnellement, elle va pouvoir avoir des enfants après. Oui. Et c'est pour ça qu'on a retenu cet âge-là, et on considère que c'est le célibat définitif. 6% des Marocaines sont à aujourd'hui dans le célibat définitif. Mais 6%, un chiffre qui risque d'augmenter aussi. C'est un chiffre qui risque d'augmenter. Qui risque d'augmenter pour le Maroc, pour les autres pays africains, pour l'Europe. Et donc, l'évolution, aujourd'hui, est une évolution qui n'est pas en faveur du mariage classique. Le mariage classique, en Europe, nous le savons, en Europe, le mariage classique n'est plus... alors qu'il y a 100 ans, tout le monde se mariait. Aujourd'hui, très peu de personnes se marient. C'est des conjoints de fait qui peuvent arriver à 50 ans, puis à 50 ans, ils peuvent décider de se marier. Ils peuvent décider de se marier. Oui. Comme ils peuvent ne pas se marier. Oui. Aujourd'hui, il y a des couples, il y a des ménages recomposés avec les enfants du premier lit, du deuxième lit, le mariage ensemble, et les mariages de l'épouse du premier et du deuxième lit. Ça fait... C'est des familles reconstituées après. Très recomposées. Très recomposé, le noyau s'éclate après. On va faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec le docteur Chakib Guessous, auteur de Mariage et concubinage dans les pays arabes. Docteur Guessous, je vais vous demander la permission de lire un passage de ce livre. Parce que j'imagine qu'il va y avoir des issues, des recommandations. Donc je vais le faire avec votre permission. C'est un plaisir. Excellent. Mariage et concubinage dans les pays arabes, un passage de son auteur, Chakib Guessous. Ces mariages alternatifs ont été contractés par des salafistes. Mais c'est essentiellement dans les universités qui vont prendre de l'ampleur, notamment en Égypte, en Tunisie, en Algérie et au Maroc. La mixité dans les facultés, que ce soit dans les amphithéâtres ou dans les campus, permet aux étudiants de se connaître, de nouer des amitiés et parfois de tomber amoureux l'un de l'autre. Le rythme des études avec le temps libre entre les cours donne l'occasion aux jeunes de passer de la camaraderie qui lie toute la promotion à l'attachement particulier à une personne de la classe. Dans d'autres espaces, et malgré la mixité, en particulier dans les lieux de travail comme les usines, la sociabilité est plus difficile, probablement en raison des rythmes plus rapides. Des liaisons peuvent y naître, mais restent proportionnellement modestes. Dans tous les cas, comment passer d'une relation d'affection chaste à une relation plus intime avec rapport libidinaux, alors que toute sexualité hors mariage est interdite par la religion et par les États? Les étudiants, les jeunes sont conscients que ce coup de foudre n'est pas forcément pour la vie. La jeunesse arabe actuelle, imbue à la fois de salafisme et de postmodernisme, n'envisage plus de passer toute sa vie avec la même personne et refuse de s'engager pour toujours. Elle préfère ne s'engager qu'au minimum et pour un temps limité. Elles se sont séduites par l'esprit de Zawaj el-Muta, le mariage temporaire qui se conclut par une durée relativement courte. De même qu'elle est séduite par Nikah el-Misyar, dont l'engagement est réduit à l'extrême par l'absence d'entretien financier et l'absence de cohabitation. Mais le coup de foudre est là, à l'instant présent, insistant et pressant. La satisfaction du besoin amoureux et sexuel avec la personne aimée prime tout et devient absolue, impérieuse. Les jeunes sont emportés par le sentiment d'amour et le désir sexuel immédiat. Demain sera un autre jour, ils s'attacheront probablement à une autre personne vers laquelle ira leur élan et qui engendrera en eux de nouvelles pulsions érotiques. Aujourd'hui, seul l'élu de l'instant présent compte. Alors, docteur Guessous, il y a la présence de cet élément qui est celui de la salafisation de la société, oui, qui joue un rôle, puis un certain libéralisme des jeunes aussi, qui choisissent leur moment, comme vous dites, de passer à la camaraderie et donc de pouvoir profiter du temps présent. Donc on parlait justement de Zawaj el-Muta, de Nikah el-Misyar. Donc est-ce que vous pensez que ce phénomène de nouvelles formes conjugales vont encore durer pour longtemps? Je pense effectivement que ces formes vont encore durer.
On va encore durer parce que les jeunes aujourd'hui sont tiraillés. Sont tiraillés entre deux mouvements internes, hein, à l'intérieur d'eux-mêmes. D'un côté, ils ont besoin d'être protégés vis-à-vis de la religion, de faire tout ce qu'ils doivent faire sous couvert de la religion. Mais d'un autre côté, ils ont envie d'avoir une liberté sexuelle, mais une liberté des droits, de tous les droits humains. Or, il ne faut pas oublier que la jeunesse aujourd'hui est une jeunesse interconnectée à tout ce qui se passe à travers la planète. Et donc, elle voit les jeunes des autres pays, des autres continents, et donc elle s'identifie à ces jeunes-là. Elle aimerait vivre comme ces jeunes-là. Mais d'un autre côté, elle aimerait également vivre en respectant les normes de la religion. C'est ça. Et c'est ce tiraillement interne qui fait qu'un jour, ils basculent de ce côté, demain, ils basculeront de l'autre côté. Oui. Justement, dans les pays où le fait religieux est très présent, est-ce que vous pensez qu'il est toujours facile pour un sociologue, un anthropologue, un chercheur, de pouvoir dire qu'il est possible de faire la part des choses dans ces sociétés et de pouvoir joindre l'agréable à l'utile, joindre la possibilité de vrai pour une liberté de conscience et pouvoir se dire que bon, la religion, elle est là, on peut la respecter. Pensez-vous qu'il peut y avoir cette corrélation, cette correspondance harmonieuse Harmonieuse entre la religion et la vie, et la vie de tous les jours. Effectivement qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays qui ont vécu entre la vie de tous les jours et leur religion et leur pratique de la religion. Mais nous avons traversé un XXe siècle qui a tout bouleversé parce qu'il a amené un certain nombre d'éléments de modernité nouvelles. Et puis, la fin du siècle, le début de ce siècle a encore bouleversé les choses. Si bien que nous sommes à un moment où il est très difficile de vivre comme nos parents, nos grands-parents ont pu vivre il y a un siècle ou 2 siècles. Aujourd'hui, donc, les populations ont beaucoup de mal à satisfaire à la fois leurs pratiques religieuses et leur vie quotidienne. À la limite, elles auraient pu peut-être concilier les deux. S'il n'y avait pas cette salafisation qui est en train d'arriver, et cette salafisation, ce courant qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur et qui veut que les gens vivent exactement comme vivaient les musulmans au temps du prophète. Or, au temps du prophète, beaucoup de choses n'existaient pas. Et donc, aujourd'hui, il y a des éléments nouveaux qu'il faut respecter, qu'il faut faire et qui sont totalement différents de ce qu'il y avait au moment du prophète. Docteur Gsous, c'était tout le temps qu'on avait pour cette entrevue. C'était un plaisir de vous recevoir chez Art et Lettres. Merci beaucoup de votre présence avec nous. Tout le plaisir a été pour moi. Je vous souhaite un bon séjour à Montréal. C'était tout le temps qu'on avait, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre intérêt et de votre fidélité continuelle. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine.